Que se passe-t-il en Asie occidentale? Ce nouveau pacte de défense, ou pacte militaire, entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie. Beaucoup affirment qu'il est dirigé contre l'Iran ou contre Israël. Nous aimerions connaître votre point de vue. Que pensez-vous de ce nouveau pacte militaire entre ces pays? Nima, personne d'autre ne semble comprendre ce que cela signifie. Alors je vais donner mon avis. On dirait que les Saoudiens sont vraiment au plus mal. Ils ont besoin de tous les amis qu'ils peuvent rallier, y compris les Turcs, qui sont notoirement imprévisibles quant à savoir qui ils soutiennent un jour et qui ils soutiennent le lendemain. Donc pour moi, cela ressemble surtout à une sorte de dispositif destiné à montrer que les Saoudiens sont toujours dans la partie, qu'ils ont des alliés puissants. Mais je ne pense pas que cela signifie grand-chose. Et cela ne signifiera certainement pas grand-chose, à moins qu'il y ait un aspect militaire. Et moi, je viens du Missouri. Il faut me le prouver. Il faut me montrer qu'il y a un aspect militaire avant que je considère que c'est vraiment substantiel. C'est pas très utile, mais j'admets qu'il faudra un peu de temps pour voir comment cela va se dérouler, avant que je puisse vraiment déterminer si mes suppositions sont justes. L'autre point, Ray, c'est la manière dont Donald Trump a parlé hier du détroit d'Ormuz. Il a dit que le détroit d'Ormuz faisait partie des États-Unis et qu'il allait contrôler le détroit d'Ormuz une fois cette guerre terminée. Et cela a eu, je dirais, d'énormes répercussions en Iran. Que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment entre l'Iran et les États-Unis? Est-ce que cela devient plus dangereux? Est-ce que la situation s'aggrave? Ou bien la désescalade n'est-elle d'une certaine manière qu'une sorte de pause? Qu'en pensez-vous? À mon avis, l'Iran avance à un rythme mesuré. Cela dit, ils n'attendent plus pour riposter à telle ou telle attaque américaine ou israélienne. Ils ont devancé certaines attaques. Voyez ce qu'ils ont fait à nos bases aériennes en Jordanie. Donc le maître mot ici, c'est mesurer, délibérer, avec un plan stratégique. À l'autre extrémité du spectre, vous avez Donald Trump, et c'est tout l'inverse. Il n'avait aucun plan. Il n'était pas préparé. Netanyahou et son brillant conseiller du Mossad les ont entraînés là-dedans. Ils ne savaient pas quoi faire. Et le pire de tout, et j'aimerais pouvoir en rire, je ne peux plus en rire, c'est que les États-Unis vont faire d'Ormuz une partie du territoire américain. Vous savez qu'ils disent des choses comme ça, qui s'attardent pendant 15 minutes lors d'une grande conférence de presse sur ce qui est arrivé au bassin réfléchissant et qu'il engage des poursuites pour pouvoir construire une extension à la Maison-Blanche. Enfin, cet homme ne va pas bien. Il ne va pas bien, émotionnellement ni psychologiquement. Il ne va pas bien non plus physiquement. Beaucoup de médecins examinent toutes ces photos en ce moment et disent « Mais pourquoi est-il allé à l'hôpital avant même d'en avoir vraiment besoin pour son bilan annuel ?» Donc en définitive, pour quelqu'un comme le guide suprême ou ses principaux lieutenants, ou pour la Russie ou la Chine, bon Dieu, puisqu'il est, par définition, imprévisible, ne le confrontez pas d'une manière qui pourrait... Je veux dire, il a bien les doigts sur les codes nucléaires, n'est-ce pas? Et il n'a pas une bande de généraux flagorneurs qui pourraient même dire « D'accord, si vous le dites ». C'est pourquoi je pense qu'il est extrêmement important de voir comment les Russes ont avancé, surtout en Ukraine, mais aussi vis-à-vis de l'Iran. Et j'espère que les Russes conseillent les dirigeants iraniens dans la mesure où ils ont besoin de conseils. Écoutez, les choses se passent bien. Pour l'amour de Dieu, ne coulez pas un porte-avions. Vous savez, on ne sait pas ce qui se passera si vous le coulez. S'il vous plaît, continuez simplement. Ne prêtez pas attention à la rhétorique. Je veux dire, moquez-vous-en si vous voulez. Mais comprenez que derrière tout ça, il y a une personne qui n'est pas tout à fait saine mentalement ou physiquement.
et cela pourrait causer des dommages irréparables, non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Soyez prudents. Continuez comme nous le faisons en Iran, dirait Poutine. Pas en Iran, mais en Ukraine. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, dirait-il peut-être pour citer un vieux proverbe. Ray, voici l'un des panneaux d'affichage que Benjamin Netanyahu utilise en Israël. En gros, il y associe tout ce monde. Ce nouveau guide suprême d'Iran, Erdogan, le chef, le secrétaire général du Hezbollah, le cheikh Naïm Qassem, et pour Israël, Zohran Mamdani, le maire de New York. Le panneau dit « Ils veulent que Netanyahou perde, ne les laissez pas gagner ». Donc en gros, ils mettent toutes ces personnes dans le même ensemble. Je ne vois pas comment on peut mettre Erdogan avec le dirigeant iranien, encore moins Zohran Mamdani avec eux. Mais c'est ainsi qu'Israël voit le conflit. Nous devons le comprendre. Nous avons une manière de comprendre le conflit, mais nous devons nous mettre à leur place. Et de leur point de vue, ils voient l'ennemi. L'ennemi grandit, Ray, avec le temps. Les ennemis d'Israël ne cessent de s'étendre et de devenir plus puissants. Je pense que la question pour les États-Unis est la suivante. Comment vont-ils gérer ces problèmes? Eh bien, c'est l'éternelle question, n'est-ce pas? Netanyahou est-il toujours aux commandes? Peut-il entraîner les États-Unis dans une nouvelle guerre? Ou bien son élan, sa popularité, pour ainsi dire, aux États-Unis, y compris auprès du président et du vice-président, est-elle en train de s'essouffler? Quant aux Israéliens, ils ne semblent pas voir cela comme de la propagande. Comme vous le soulignez, ce grand panneau d'affichage, ou quoi que ce soit, ils y croient. Le monde est contre eux, d'accord? Depuis le 7 octobre, il y a quelques années, le monde se retourne contre eux. Donc encore une fois, nous sommes dans une situation où ils perçoivent un danger, n'est-ce pas? Et si l'Iran utilisait toutes ses capacités pour anéantir, pardonnez le mot, Israël, ou essayait de le faire, alors ce qui m'inquiète bien sûr, c'est que Netanyahou a lui aussi accès aux codes nucléaires. Et est-ce que je pense qu'il les utiliserait? Eh bien, voilà un homme qui commet un génocide, impose la famine, assassine d'autres dirigeants à droite et à gauche. À vous de me dire. Convainquez-moi que Netanyahou dirait dans une situation extrême, « Oh, eh bien, nous avons ces armes nucléaires, mais enfin, personne ne nous aimerait si nous les utilisions. » Je ne pense pas. Je pense qu'il y a plus d'une chance sur deux qu'il les utiliserait, qu'il consulte ou non les jusqu'au-boutistes aux États-Unis. En général, comme vous le savez, les Israéliens préfèrent demander pardon après coup plutôt que demander l'autorisation à l'avance. Encore une fois, il faut faire preuve de prudence. Il ne faut pas se vanter ni jubiler. Les Iraniens sont en train de gagner. Ils n'ont qu'à maintenir un rythme mesuré, d'autant plus que les États-Unis sont à court de munitions. Si ce n'est pas la chose la plus honteuse à laquelle je puisse penser, en tant qu'ancien officier militaire, je veux dire, avant d'entrer dans une bataille ou dans une guerre, bon Dieu, on vérifie en quelque sorte ce que les Britanniques appellent l'inventaire. Enfin, dans mon livre, ce n'est pas inventaire, c'est inventory. On regarde si on a assez d'armes. Or, les gens disent « Oh, eh bien, Trump a cru Netanyahou quand il lui a dit que ça ne durerait que 3 ou 4 jours. » Eh bien, vous savez, il n'y avait personne là-bas. N'y avait-il personne pour dire à Trump « Écoutez, c'est un tas de conneries, ne croyez pas ce type. » Eh bien, ils étaient là, mais ce sont une bande de courtisans. Et ce jour-là, dans la salle de crise de la Maison-Blanche, ils n'ont rien dit. Attendez le lendemain, quand le journaliste de l'US Times leur a demandé « Alors, qu'en pensez-vous » Et ils ont répondu « Eh bien, nous avons des doutes là-dessus. Vous savez, nous ne pensons pas. Vous savez, nous nous y opposons. » Enfin, franchement, quoi. Ces gars-là sont... Bon, j'en dirai pas plus.
Trump a été incroyablement mal conseillé, et je pense que c'est une combinaison de stupidité et d'état profond qui voit cette guerre comme une bonne chose, qui veut que toutes les guerres continuent. Pas seulement pour faire du profit en fabriquant et en vendant des armes, mais aussi pour contrôler ce qu'il leur reste à contrôler dans le monde, ainsi qu'aux États-Unis. Il y a des années, en fait, pendant la guerre en Irak, il est devenu clair pour moi que oui, il y avait un état profond. Et j'en ai parlé à mes anciens collègues de la CIA. Ça remonte aux années 90, d'accord? Et leur regard se perdait dans le vide. Ce sont les analystes, d'accord? Ils disaient l'état profond. Puis oui, Ray, bien sûr, il y a un état profond. Oui, d'accord. Vous savez, les théoriciens du complot. Eh bien, il y a maintenant beaucoup d'indices montrant que Trump n'est pas complètement aux commandes. Ça m'inquiète, mais je ne suis pas Poutine. Je ne suis pas Xi. Je ne suis pas le dirigeant suprême. Je suis sûr, enfin j'espère, qu'ils sont tout aussi inquiets, voire bien plus inquiets que moi. C'est pourquoi j'approuve cette approche graduelle. Ne frappez pas une base de l'OTAN, pour l'amour de Dieu. Qui sait? Vous savez, est-ce que la Lettonie ou l'Estonie invoquerait l'article 5 de la charte de l'OTAN? Est-ce qu'elle dirait « Une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Ils nous attaquent, alors les États-Unis intervenaient. » Je veux dire, je suis sûr que Poutine a demandé à ses conseillers « Selon vous, quelles sont les chances que Trump réponde présent, morde à l'hameçon et s'implique, peut-être avec des armes nucléaires ?» Et je suis sûr que la réponse est « Vladimir Vladimirovitch, voyons, les chances ne sont que d'environ 10%. Vladimir Vladimirovitch, c'est trop élevé. 15%, 10%. That's too high. 15%, 10%. Why would we want to risk that? Well, we've won. We're winning in Ukraine. Pourquoi voudrions-nous prendre ce risque? Eh bien, nous avons gagné. Nous sommes en train de gagner en Ukraine, et l'Iran maîtrise plus ou moins la situation en Iran et dans le Golfe, où il a intimidé les pays du Golfe. Je veux dire, vous voulez que je prenne 10% de risque? Que, quoi? Le psychologique? Vladimir, là-bas, vous êtes le chef de la branche psychologique. Qu'en pensez-vous, Poutine? À votre avis, que ferait Trump si nous frappions une grande base de fabrication, de production d'armes, disons en Allemagne? Hein? D'accord, vous entendez ça, les amis? Il ne peut pas le prévoir, donc 15% c'est trop élevé. C'est comme ça que je le vois. Je crois que je l'ai déjà dit, mais au moins on peut en dire quelque chose pour la cohérence. Alors, est-ce que j'exclurais l'emploi d'un Orechnik? Non, pas maintenant. Pas maintenant qu'ils attaquent certains aéroports et d'autres cibles au cœur même de la Russie. Ça ne va pas changer le cours de la guerre. Poutine, chaque fois qu'il aborde le sujet, dit « c'est l'essentiel ». D'accord? Oui, ce sont des piqûres d'épingle. C'est vraiment un terrible problème pour nous en ce moment, mais ça n'affectera pas le cours de la guerre. Et c'est vrai, bien sûr. Cela exclut-il la possibilité qu'ils disent « bon, d'accord, là, ils sont allés un peu trop loin, on va leur donner une leçon, on va leur envoyer un Orechnik, on sait exactement ce qu'il peut faire. Il n'y aura pas de radiation. On ira très profondément dans ce tunnel, parce qu'on sait ce que sont les radiations. On l'a déjà fait 3 fois. Et la dernière fois, on a créé un cratère si énorme qu'on a envoyé nos propres drones là-dessous pour mesurer la distance et voir jusqu'où, hop, le granit s'était enfoncé. Donc nous savons exactement ce qui se passera, et nous savons exactement où ces engins, qu'ils soient 6 ou 9, tomberont. Alors oui, nous ferons l'une de ces choses juste pour montrer que nous pouvons le faire. Mais nous ne le ferons pas contre l'OTAN, contre un membre de l'OTAN. Kiev, peut-être Kharkov, l'un de ces grands centres. Ce serait une démonstration qui apaiserait en quelque sorte les jusqu'au-boutistes à Moscou et montrerait que nous sommes dans cette partie et que la guerre oppose l'Ukraine et ses soutiens européens à nous. Je vais ajouter une dernière chose.
En fait, le porte-parole présidentiel de Poutine, Peskov, Dmitri Peskov, l'a formulé ainsi. Il a dit, il y a un dualisme dans l'approche américaine envers l'Ukraine. D'un côté, ils vendent des armes aux Européens pour qu'ils les donnent aux Ukrainiens. Ils fournissent aussi les renseignements, les mécanismes de guidage sophistiqués qui permettent à ces missiles et à ces drones de parcourir 1400 km à l'intérieur de la Russie, voire jusqu'à la mer Caspienne désormais. Donc d'un autre côté, ils disent être disposés à nous aider à sortir de cette situation. Nous pensons que c'est sincère, mais il nous est vraiment difficile de concilier les deux. Donc moi j'appelle ça du dualisme. Alors pourquoi ce dualisme? Je pense qu'il faut remonter à l'état profond. Et je pourrais en dire un peu plus à ce sujet parce que j'y ai réfléchi ces derniers temps. Et puis, vous savez, bon, il y en a beaucoup. C'est difficile de définir l'état profond, mais c'est à leurs actes qu'on les reconnaît. Et si vous regardez ce qui s'est passé récemment, depuis décembre dernier, ou même avant, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez citer des exemples qu'on peut facilement attribuer à l'état profond, quel qu'il soit. Celui qui veut que la guerre commence, qui veut que les profiteurs réussissent, qui veut que l'appareil de renseignement se développe et puisse dominer non seulement les affaires extérieures, mais aussi les affaires intérieures. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. C'est à leurs œuvres qu'on les reconnaît. Je pense qu'on apprend à connaître un peu mieux l'état profond. Ray, quand on parle, je pense que votre point de vue est très important. Parce qu'au lieu de nous focaliser sur Joe Biden ou Donald Trump, nous ferions mieux de parler de l'état profond, qui, lui, ne change pas. Il n'est ni démocrate, ni républicain. C'est quelque chose qui dépasse ces deux partis. Ce sont eux qui contrôlent le pouvoir. À votre avis, est-ce que de leur point de vue, ils voient de la même manière la guerre contre la Russie en Ukraine et la guerre en Asie occidentale? Que pensent-ils de ces deux guerres? Vont-ils finir par les rapprocher? Et combien de temps veulent-ils poursuivre ces guerres? Eh bien, ils écartent avec désinvolture toute possibilité d'un usage d'armes nucléaires. Ils vivent dans leur propre monde. Ils ont l'habitude de tout contrôler. Voici un exemple. Il y a environ 3 semaines, un missile ou un drone ukrainien, j'ai oublié lequel, a parcouru 1200 km. Je crois que ça fait environ 850 000, d'accord? Et il a frappé une ville et un port sur la mer Caspienne, là, en Iran, d'accord? C'était sans précédent. Vous voulez dire un drone ukrainien? Oui, l'Ukraine en avait quelques-uns, pardon. Un drone ukrainien, exactement. Oui, un drone ukrainien. Donc, premièrement, il n'aurait pas pu faire ça sans le type de système de guidage, peut-être Starlink et tout le reste qu'il a rendu possible. Est-ce que cela correspond à l'intérêt affiché de Trump ou à l'intérêt affiché de l'establishment, quel qu'il soit, de trouver un arrangement avec l'Ukraine? Non, ça ne correspond pas. Qui a donné aux Ukrainiens l'idée de faire ça? D'accord, c'était une véritable escalade. Or, il me semble tout à fait possible que Trump n'ait jamais été informé de cela, que l'État profond ait eu en quelque sorte le mécanisme pour dire « Pourquoi n'essayeriez-vous pas ça à l'Ukraine ?» Ça pourrait être assez amusant, vous savez, envoyer un drone ukrainien contre le... C'était un drone ou un missile? Je crois que c'était un drone, vous vous en souvenez? Oui, c'était en Iran. D'accord, donc ça a frappé le port là-bas. C'était pas loin de l'embouchure de la Volga, bon sang. C'est une escalade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, juste après, les Russes ont frappé très fort les Ukrainiens. Et les Ukrainiens se sont excusés. Ils ont dit, on ne va plus faire ça. Ou, vous savez, juré, promis, craché. Donc, ce que je dis, c'est que l'establishment est intervenu très fermement. Je crois que c'est peut-être Lavrov qui leur a passé un savon. D'accord? Écoutez, vous feriez mieux d'arrêter ça.
Et le lendemain, Zelensky présente ses excuses à l'Iran et dit on ne le fera plus. Alors bon, vous savez, on ne peut pas écarter ça comme un fait insignifiant. Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi à la fin décembre? Eh bien, Trump était au téléphone avec Poutine. Quelqu'un a-t-il décidé que ce serait une bonne idée d'envoyer une centaine de drones ou à peu près, frapper l'endroit où Poutine pouvait se trouver dans sa petite maison là-bas, dans sa résidence, près de Valdai? C'était vraiment ça? Une tromperie connue de la part de notre président. L'histoire raconte qu'il aurait dit « Oh non, Vladimir, tu peux patienter une seconde? Je dois aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. Attends juste un instant. » Et puis boum, ces drones arrivent. Eh bien, il n'était pas là. Je pense que c'est une bonne chose qu'il n'ait pas été là. Mais, vous savez, est-ce que cela ne risquerait pas de susciter une certaine méfiance chez les Russes? Nous parlons au président. Soit il était au courant, soit il ne l'était pas. Nous pensons qu'il ne l'était pas. Moi, je pense qu'il ne l'était pas. Et qu'est-ce que cela dit sur le fait de savoir si le président est aux commandes? Je vais vous donner un autre exemple. Nous venons du Bronx, ici à New York. Nous disons, par exemple, d'accord? Je vais vous donner un par exemple. Il y a une dizaine de jours, une audition très importante s'est tenue au Congrès, une audition de contrôle sur le Covid-19, d'accord? Et il est très clair que le lanceur d'alerte de la CIA révèle le fait que le Dr Fauci et l'establishment, incarné par la directrice du renseignement national de l'époque, Avril Haines, ont dissimulé le fait que ce virus s'était échappé d'un laboratoire financé et que les recherches sur le gain de fonction étaient financées, autorisées et mises en place par Fauci. D'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a chargé la directrice du renseignement national d'étouffer toute l'affaire et de dire « Oh, on a oublié le Congrès. Vous m'avez mis en charge d'enquêter sur tout ça. » Pourquoi pas quelqu'un venant du secteur de la santé de notre pays? Pourquoi choisir la directrice du renseignement? Eh bien, parce que c'est une avocate vraiment sournoise. Elle l'a montré en laissant faire. Quand John Brennan a décidé que le Sénat avait peut-être trop d'informations sur les techniques de torture qu'il avait autorisées et supervisées, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pirater l'ordinateur du Sénat par ses gens pour voir ce qu'ils avaient, n'est-ce pas? Je veux dire, on parle de branches distinctes du gouvernement. Eh bien, il avait une adjointe à ce moment-là. Elle s'appelait Avril Haines, une avocate vraiment très habile. Il s'est vanté de dire à quel point elle était formidable, puis il l'a affectée au Conseil de sécurité nationale, où elle pouvait faire des trucs de juriste, sans plus dépendre de la CIA. Ah, et ensuite, on l'a chargé d'enquêter sur le fait que des hackers de la CIA avaient piraté les ordinateurs de la Commission sénatoriale du renseignement. Et devinez quoi? Oh, ce n'était qu'une grosse erreur. Personne n'a été tenu responsable. C'est regrettable, vous savez, mais c'est arrivé. Donc, c'était une experte en dissimulation, par excellence. Pourquoi ne pas lui confier ça? Pourquoi ne pas lui donner mandat d'enquêter sur le Covid-19? Finalement, en 2023, le Congrès a dit « Écoutez, on ne veut plus entendre tout ce carabia. Vous, Avril Haines, rédigez une note et dites-nous ce que la communauté du renseignement pense réellement de tout ça et ce que pensent les scientifiques. » Et elle a sorti cette réponse langue de bois, en disant « Bon, vous savez, vous nous avez demandé de déterminer s'il est probable que ça soit sorti d'un laboratoire, ou que Fauci ait financé ses recherches, ou si ça venait d'un animal. Désolé, on n'arrive pas à le déterminer. Les gens qui travaillent pour moi au National Intelligence Council et dans 4 autres agences de renseignement pensent que ça vient d'un animal et pas du laboratoire de Fauci. Le ministère de l'Énergie et le FBI, eux, pensent avec certitude que ça vient d'une fuite de laboratoire. La CIA dit que c'est tout simplement trop difficile à déterminer.
Et maintenant, nous savons, grâce à ce lanceur d'alerte, que le vote à la CIA était de 5 contre 1, pour dire que bien sûr ça venait d'une fuite de laboratoire, d'accord? Donc, son rapport au Congrès, elle avait 90 jours pour le faire, dit « Désolé, vous nous avez demandé de déterminer l'origine du Covid-19. On n'y arrive pas. » La CIA n'arrive pas à comprendre. Et seuls mes gens du Conseil national du renseignement, ainsi que 4 autres agences non identifiées, sont d'accord au sujet de l'animal. Quelles peuvent bien être ces agences? Je suppose que, puisque la communauté du renseignement compte désormais 18 entités, l'une d'elles était probablement les gardes-côtes, peut-être le département du Trésor ou le département d'État, vous voyez. Peut-être le département aérien militaire. Enfin, bonjour, aucune expertise dans ce domaine, mais prêt à être compté parmi les élus, pour ainsi dire, sans être nommé. Donc vous savez, dire que cette femme, Avril Haines, est corrompue, c'est comme dire que le Titanic a été un peu mouillé, hein.